Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va présenter le plan national de prévention et de contrôle du cancer 2020-2029. Et ce plan va aider les étudiants, les lauréats et les professionnels de santé lors de la préparation au concours de recrutement, master et examen d'attitude professionnelle. Donc, ce plan préconise de consolider et de pérenniser les acquis du premier plan 2010-2019 parce que ça, c'est un deuxième plan 2020-2029. Donc, aussi de corriger les insuffisances identifiées du premier plan, particulièrement celles relatives à la gouvernance du plan et à la qualité des soins, et aussi de proposer des actions et mesures innovantes dans tous les domaines, bien sûr. Il a été élaboré par les équipes de la Fondation Lella Slema et le ministère de la Santé, avec la participation de très nombreux acteurs de la lutte contre le cancer au Maroc. Donc, le cancer constitue dans le monde un fléau global et un problème majeur de santé publique du fait de son fort taux de mortalité et surtout du coût exorbitant et des pertes économiques colossales engendrées en termes de décès prématurés et d'années de vie perdues. C'est la raison pour laquelle la lutte contre le cancer nécessite des stratégies à plusieurs niveaux, incluant la prévention bien sûr, c'est-à-dire la réduction des facteurs de risque, le dépistage précoce, l'accès à des traitements adaptés, par exemple la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, ainsi que des soins palliatifs pour améliorer la qualité de vie des patients en phase avancée bien sûr. C'est la raison pour laquelle aussi le Maroc est également affecté par ce fléau mondial. Le nombre estimé de nouveaux cas de cancer par année avoisine les 50 000 nouveaux cas. Donc, il représente une cause importante de morbidité et de mortalité, bien sûr. Malgré les importants efforts consentis ces dernières années, la mortalité reste importante due à des divers facteurs tels que par exemple le vieillissement de la population, les changements de mode de vie et l'exposition accrue à des facteurs de risque comme le tabagisme, l'alimentation malsaine et la pollution bien sûr. Et aussi, les tumeurs seraient la deuxième cause de décès au Maroc avec 13,4% des décès après les maladies de l'appareil cardiovasculaire. Maintenant, on va passer au sommaire de ce plan. Premièrement, le contexte national et international. Deuxièmement, état des lieux, c'est-à-dire l'ensemble des données clés, soit épidémiologiques, soit des enquêtes et des études déjà effectuées. Troisièmement, vision, valeurs et objectifs de ce plan bien sûr. Quatrièmement, les axes du plan, c'est-à-dire les axes stratégiques qui sont au nombre de 4 et aussi les axes transversaux qui sont au nombre de 4. Bon, pour la méthodologie de l'élaboration du plan national de prévention et de contrôle du cancer, numéro 2 bien sûr, c'est-à-dire pour la période 2020-2029, qui a été élaboré grâce à une collaboration étroite entre le ministère de la Santé et la Fondation Lella Slema, et aussi un comité spécifique a été formé pour évaluer la mise en œuvre du plan national numéro 1 bien sûr, 2010-2019, et organiser les ateliers de planification pour le deuxième plan. C'est-à-dire que le ministère de la Santé et la Fondation Lella Slema ont travaillé avec tous les experts nationaux en matière de cancérologie et de santé publique et toutes les personnes ressources qui ont contribué à l'élaboration de ce deuxième plan national de prévention et de contrôle du cancer dans une démarche collégiale de concertation bien sûr. Et la question qui se pose maintenant, ce sont la source des données ou les sources des données pour effectuer cette évaluation. Donc l'analyse de la situation a intégré les données du registre des cancers de la région du Grand Casablanca et aussi des études réalisées pendant les 10 années de ce plan, c'est-à-dire premier plan. Et c'est très important de savoir que l'évaluation de ce plan permet de mesurer l'efficacité des actions menées et d'identifier les améliorations nécessaires. Et pour bien comprendre, voici quelques critères d'évaluation pertinents, par exemple la prévention,
l'accès aux soins, c'est-à-dire les infrastructures et la formation des professionnels, traitement et suivi, et aussi financement et accessibilité, recherche et innovation, aussi les résultats, c'est-à-dire le taux de survie et réduction des inégalités régionales. Donc, l'évaluation permet de constater les succès réalisés, par exemple, l'accès au traitement dans certaines régions, bien sûr. Et aussi, les résultats de cette évaluation guideront les ajustements de ce plan pour rendre la lutte contre le cancer plus efficace à l'avenir, surtout lors de l'élaboration de deuxième plan, bien sûr. Donc, un état des lieux des actions, mesures et réalisations de premier plan a été effectué pour définir les axes de deuxième plan, bien sûr. On a aussi 5 ateliers de planification ont été organisés autour des différents domaines. Et comme exemple, des partenaires ayant participé aux ateliers, on a Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Ministère de la Communication, Ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle, Ministère de l'Intérieur, Ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique, la Direction générale de la douane, l'Organisation mondiale de la santé par son bureau de la représentation au Maroc, l'UNFPA, l'Agence nationale de l'assurance maladie, etc. On a beaucoup des intervenants et des partenaires qui ont participé aux ateliers. C'est la raison pour laquelle ils ont créé 5 ateliers de planification. Donc, les différents concernés sont la prise en charge, soins de support, soins palliatifs, prévention, détection précoce, gouvernance, système d'information, assurance qualité, formation, recherche. Et ces ateliers-là ou ces domaines-là qui vont ou qui seront programmés comme des axes stratégiques et aussi des axes transversaux. Ces ateliers ont permis de proposer des recommandations basées sur les conclusions des évaluations. Ils ont été animés par des experts nationaux et ont impliqué les départements et organismes concernés par chaque domaine stratégique. Et voici le schéma de l'échéancier et méthodologie de travail. On a ici la comité de pilotage, c'est-à-dire l'état des lieux de la mise en œuvre du premier plan, bien sûr, qui va faciliter l'exploitation et analyse des données qui sont essentielles pour évaluer l'efficacité des stratégies mises en œuvre et aussi identifier les lacunes et orienter les futures interventions. On a aussi les ateliers de planification qui sont au nombre de 5 qui vont interpréter les étapes principales et les approches possibles pour exploiter et analyser les données, c'est-à-dire ces données-là, pour la mise en œuvre d'une synthèse, bien sûr. On a aussi la comité de rédaction qui joue un rôle crucial dans l'élaboration, la révision et la validation des documents, c'est-à-dire qu'on a premier essai, deuxième plan et après la validation. Et ce comité est généralement composé de professionnels et d'experts qui s'assurent que les informations diffusées sont précises, pertinentes et fondées sur des documents probants, bien sûr. Et après la synthèse générale du document, c'est-à-dire le document final en janvier 2020. Maintenant, on va passer chapitre 1, contexte international et national, et on va commencer par le contexte international. Et le contexte international joue un rôle central dans la conception et la mise en œuvre du programme ou ce plan, parce qu'il s'inscrit dans une dynamique globale de santé publique, influencée par les directives, les recommandations et l'initiative des organisations internationales. Donc, on va commencer par l'Assemblée générale des Nations Unies et l'un des 6 organes principaux de l'Organisation nationale unie, c'est-à-dire l'ONU, où elle représente le forum de délibération le plus inclusif et le plus représentatif au monde, parce qu'il est composé de l'ensemble des 193 États membres de l'ONU. Donc, en septembre 2011, l'Assemblée générale des Nations unies adopte la déclaration politique de sa réunion de haut niveau sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles. Et les États membres des Nations Unies se sont engagés à prendre quelques mesures, par exemple la réduction des facteurs de risque et l'instauration d'environnements sains, aussi le renforcement des politiques et systèmes de santé nationaux et le renforcement de la coopération internationale, y compris les partenariats.
En septembre 2018, la troisième réunion de haut niveau des Nations Unies sur les maladies non transmissibles, organisée en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, a confirmé l'importance accordée à la lutte contre ces maladies, bien sûr. Elle a aussi permis d'évaluer les mesures entreprises par les pays en vue de protéger les populations de la mortalité prématurée due à ces maladies, dont le cancer, et de renforcer l'engagement des pays, bien sûr. En 2015, l'adoption du programme de développement durable, c'est-à-dire les ODD, à l'horizon de 2030. Avec ses 17 objectifs de développement durable, c'est-à-dire qu'on a des 7 ODD, a constitué pour les pays une opportunité pour cadrer les efforts consentis, bien sûr en vue de réduire la pauvreté et de promouvoir le bien-être des populations. Donc c'est très important de savoir le rôle de l'ODD 3, c'est de permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Donc, l'ODD 3 a placé la santé comme déterminant essentiel de tout développement économique ou social. C'est la raison pour laquelle on va présenter les deux cibles qui concernent la prévention et la lutte contre le cancer, bien sûr. Donc, on a la cible 3A et la cible 4. Donc, la cible 3A, c'est de renforcer dans tous les pays, selon qu'il convient, l'application de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, c'est-à-dire de regrouper les stratégies et les initiatives visant à réduire la consommation de tabac et ses effets néfastes sur la santé publique, bien sûr. Pour la cible 4, d'ici à 2030, réduire d'un tiers par la prévention et le traitement le taux de la mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être, bien sûr. C'est-à-dire que cette cible inclut plusieurs sous-objectifs, par exemple la prévention et contrôle, et aussi l'accès aux soins, renforcement des systèmes de santé et soutien à la santé mentale. Maintenant, on va passer au contexte national. Premièrement, la Constitution de 2011, notamment dans les dispositions de l'article 31 consacré au droit d'accès aux soins de santé, et l'article 31 qui stipule que l'État, les établissements publics et les collectivités territoriales ouvrent à la mobilisation de tous les moyens disponibles pour faciliter l'égal accès des citoyennes et citoyens aux conditions de leur permettant de jouir du droit, c'est-à-dire aux soins de santé, à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée de l'État. Deuxièmement, la couverture médicale de base qui a marqué une avancée substantielle sur la voie d'une couverture sanitaire universelle. Et en 2020, 68% de la population marocaine dispose d'une couverture médicale de base. Troisièmement, le partenariat public-privé, c'est le programme gouvernemental 2016-2021 qui a promu la mise en œuvre du cadre juridique des partenariats publics-privés adopté en 2015 comme action phare pour l'amélioration de la gouvernance et le financement des établissements entreprises publiques et le partenariat public-privé comme voie de recherche de nouvelles performances dans le secteur de la santé, bien sûr. On a ici aussi la régionalisation avancée comme un chantier stratégique et structurel déterminant qui permettra de renforcer la gouvernance territoriale. Et dernièrement, la stratégie nationale multisectorielle de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles 2019-2029 et aussi la signature de la Charte nationale de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles par 17 départements, constituant également des opportunités importantes pour la mise en œuvre du plan national de prévention et de contrôle du cancer. Pour le deuxième chapitre, état des lieux, c'est-à-dire les données clés. Donc, on va commencer par les données épidémiologiques, qui sont des informations recueillies et analysées pour étudier la distribution et les déterminants
des maladies liées au cancer, bien sûr, et aussi des problèmes de santé au sein des populations concernées, c'est-à-dire les populations cibles. Et c'est très important de savoir les principaux types de données épidémiologiques et leur utilisation pour faciliter la compréhension des QCM utilisés au concours et master et examen d'attitude professionnelle liés au ce plan, bien sûr. Et pour mémoriser efficacement ces données statistiques, j'ai essayé de présenter que les données statistiques fondamentaux liées au cancer, bien sûr, pour faciliter la compréhension des concepts. Donc, en 2018, le fardeau mondial du cancer a 18,8 millions de nouveaux cas et 9,6 millions de décès. Et ce chiffre est en augmentation en raison de plusieurs facteurs, y compris le vieillissement de la population, les changements dans les modes de vie et l'environnement. Et on a un homme sur 5 et une femme sur 6 dans le monde développeront un cancer au cours de leur vie. C'est-à-dire que 1 sur 5 donne 20%, donc 20% des hommes et 16,7% des femmes seront confrontées à un diagnostic de cancer au cours de leur vie. Donc ces statistiques soulignent l'ampleur et la gravité du cancer à l'échelon mondial, bien sûr. Et aussi, on a un homme sur 8 et une femme sur 11 vont mourir de cette maladie. Donc, c'est-à-dire que les chiffres concernant la mortalité, ils sont préoccupants et cela souligne non seulement la fréquence du cancer, mais aussi son impact potentiel sur la vie. Aussi, on a les cancers du poumon, du sein et du côlon rectum restent les 3 localisations touchant le plus de personnes dans le monde. C'est-à-dire que ces 3 cancers-là, ils figurent parmi les 5 les plus mortels. Donc, respectivement, le premier, c'est le cancer du poumon. Le 5e au monde, c'est le cancer du sein. Et le 3e au monde, c'est le cancer du côlon rectum. C'est-à-dire que ces 3 types de cancer, poumon, sein et côlon rectum, sont responsables d'un tiers de l'incidence du cancer et de mortalité dans le monde. Et aussi, on a le taux d'incidence standardisé sur la population mondiale est de 137,3 pour 100 000 habitants. L'incidence standardisée sur la population marocaine est 115,4 pour 100 000 Marocains. Et tout ça selon bien sûr le registre des cancers de la région du Grand Casablanca pour la période 2008-2012. Et le CIRC, c'est-à-dire le Centre international de recherche sur le cancer, estime le taux de mortalité par cancer au Maroc à 86,9 par 100 000. Donc, ces données mettent en avant l'importance de la prévention, du dépistage précoce et de l'accès à des traitements efficaces pour réduire le nombre de cas, surtout au Maroc, et améliorer les chances de survie. Donc, les localisations les plus fréquentes, tous sexes confondus, sont le cancer du sein qui occupe le premier rang et représente 20% des cas enregistrés entre 2008 et 2012. Donc, au Maroc, on n'a pas le cancer du poumon, mais on a le cancer du sein qui occupe le premier rang avec 20%. Le cancer du poumon au deuxième rang avec une proportion de 11,4%, suivi du cancer colorectal avec une proportion de 6,7% des cas. Chez les femmes, les cancers du sein, du col utérine et de l'ovaire constituent plus de la moitié des cas. C'est-à-dire que le cancer au Maroc touche les femmes plus que les hommes, avec une faible augmentation par rapport à la prévalence des deux, bien sûr. Et aussi l'augmentation du taux d'incidence de 101,7 pour 100 000 Marocains en 2004 à 137,3 pour 100 000 en 2012 est due
à de nombreux facteurs relatifs au vieillissement de la population, certains comportements à risque, tabac, alimentation mal équilibrée, aussi le mode de vie, c'est-à-dire la sédentarité, obésité, et certains facteurs environnementaux, bien sûr, par exemple la pollution, exposition professionnelle, ainsi qu'à l'amélioration de l'accès au diagnostic des cancers et au programme organisé de détection précoce. Maintenant, on va passer à la prévalence des principaux facteurs de risque comportementaux. Donc, on va commencer par environ un tiers des décès par cancer est dû aux 5 principaux facteurs de risque comportementaux et alimentaires. Et c'est très important de savoir les 5 principaux facteurs de risque. Donc, on va commencer premièrement par l'indice élevé de masse corporelle, donc qui est un outil utilisé pour évaluer la corpulence d'une personne en fonction de 2 paramètres bien sûr, c'est-à-dire poids et taille. Il est couramment utilisé pour classer les individus en différentes catégories de poids, ce qui peut avoir des implications sur leur santé. Deuxièmement, la faible consommation de fruits et de légumes qui est associée à plusieurs problèmes de santé, par exemple les maladies chroniques, les maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, obésité, carence nutritionnelle et problèmes digestifs. Troisièmement, le manque d'exercice physique, c'est-à-dire qu'un mode de vie sédentaire peut entraîner diverses conséquences négatives pour la santé, par exemple l'obésité, aussi les maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, problèmes musculo-squelettiques. La consommation d'alcool qui donne des problèmes mentaux, c'est-à-dire une consommation élevée d'alcool est liée à des troubles de l'humeur, l'anxiété et aussi la dépression et aussi la dépendance, c'est-à-dire l'alcool peut entraîner une dépendance avec des symptômes de sevrage en cas d'arrêt brusque. Il donne aussi des maladies telles que la cirrhose du foie, certaines formes de cancer comme le cancer du foie, de la bouche, de l'œsophage et du sein, et bien sûr des maladies cardiovasculaires. On a le tabagisme qui donne bien sûr des maladies respiratoires est la principale cause de maladies respiratoires chroniques telles que la bronchite chronique et l'emphysème, c'est-à-dire les maladies pulmonaires obstructives chroniques. Il donne aussi des cancers parce qu'il est responsable de nombreux types de cancers, y compris le cancer du poumon, de la bouche, de la gorge, de l'œsophage, de la vessie et du pancréas. Donc, il est considéré comme étant responsable d'environ 22 du total des décès dus au cancer dans le monde. Et selon les données de l'enquête Stepwise réalisée pour le ministère de la Santé en 2017, on a 11,7% des Marocains âgés de 18 ans et plus fument du tabac. 21,1% des Marocains ont un niveau d'activité physique insuffisant. 53% des Marocains sont en surpoids et 20% sont obèses. 39,9% des personnes âgées de 18 à 79 ont au moins 2 facteurs de risque et 1,7% consomment de l'alcool. Donc, ces statistiques, elles représentent des menaces importantes pour la santé individuelle et publique. Maintenant, on va passer aux principales réalisations du premier plan, c'est-à-dire 2010-2019. Premièrement, la prévention, c'est-à-dire réduire la prévalence du tabagisme actif et passif. Des interventions innovantes ont été entreprises dans ce domaine, notamment l'institutionnalisation du programme collège et lycée sans tabac et aussi l'initiative en adoptant le slogan « Dites non à la première cigarette » et aussi pour le secteur professionnel, entreprise sans tabac. Et les études dernières sur la prévalence du tabagisme montrent qu'il y a effectivement une diminution de la prévalence du tabagisme chez les élèves âgés de 13 à 15 ans, de 9% en 2010 à 6% en 2016 et celle des adultes de 16% en 2008 à 13,4% en 2017, d'où l'importance des efforts pour réduire la consommation de tabac peuvent avoir des effets positifs sur la santé de la population et réduire le fardeau des maladies liées au tabac suite au programme
national de prévention et de contrôle du cancer numéro 1, bien sûr. Maintenant, on va passer à la détection précoce. Donc, ce programme organisé de détection précoce des cancers du sein et du col utérin a été institutionnalisé depuis 2010 et la détection précoce du cancer du col est en cours de généralisation qui couvre déjà 11 régions sur 12 et 58 provinces sur 82. Et pour mieux comprendre la détection précoce, il faut noter qu'on utilise des méthodes de détection telles que, par exemple, l'auto-examen des seins, c'est-à-dire les femmes peuvent effectuer des auto-examens mensuels pour détecter les changements dans la forme, la taille, la texture de leur sein, bien sûr. Aussi, les mammographies. C'est le principal outil de dépistage pour le cancer du sein, parce qu'il est recommandé pour les femmes à partir de 40 ans en général, et l'échographie mammaire et l'IRM mammaire, c'est-à-dire qui est recommandé pour les femmes à haut risque de cancer du sein. Et pour le col utérin, on utilise des méthodes de détection telles que le frottis cervical, pap test. C'est un test de dépistage qui permet de détecter les cellules anormales dans le col de l'utérus. Aussi le test HPV, c'est-à-dire déterminer le virus de papillome humain. Ce test détecte la présence de certains types HPV qui peuvent entraîner le cancer du col de l'utérus. Donc c'est très important de généraliser la couverture de détection précoce parce qu'on a déjà 11 régions sur 12 et seulement 58 provinces sur 82. Et pour améliorer l'accès au diagnostic précoce des cancers du sein et du col utérin, on a 39 centres de référence de la santé de la reproductive ou la santé reproductive, c'est-à-dire CRSR, ont été construits alors que le premier plan ne prévoyait que seulement 23. 17 autres sont en cours de construction. Et pour comprendre le rôle de SRSR ou CRSR, c'est-à-dire Centre de référence de la santé reproductive, c'est de participer à l'éducation et la sensibilisation, aussi de prodiguer des services cliniques et aussi le soutien psychologique et conseil et prévention des MST ou IST, c'est-à-dire les maladies sexuellement transmissibles et les infections sexuellement transmissibles, par exemple le VIH-Sida. Donc, il joue un rôle important, ce centre-là, pour l'amélioration de la santé de la femme et aussi la prévention. 16 équipes mobiles ont été mises en place pour couvrir les zones enclavées ou les zones qui sont souvent appelées zones isolées ou périphériques. Ces équipes mobiles, ils jouent un rôle important pour faciliter l'accessibilité de détection précoce des cancers dans les régions qui sont géographiquement éloignées des centres urbains et des infrastructures essentielles, ce qui peut entraîner divers défis socio-économiques et sanitaires liés au cancer, bien sûr. Le premier plan visait de couvrir par le dépistage 50% de la population ciblée par le programme et aussi cet objectif a été atteint pour le dépistage du cancer du sein proposé tous les 2 ans aux femmes âgées de 40 à 77 ans. Depuis 2015, plus de 30% des femmes ciblées sont couvertes annuellement, soit un taux de participation de 60%. Pour le dépistage de CCU proposé tous les 3 ans, sont couvertes annuellement, soit un taux de participation de 25% de la population cible. Et pourquoi on parle de ces 2 tranches d'âge, c'est-à-dire 40 à 77 ans et aussi 30 à 49 ans, parce que les femmes de ces tranches d'âge doivent être conscientes des recommandations de dépistage et se soumettre régulièrement aux examens appropriés. Cela nécessite une discussion ouverte avec les professionnels de santé, au Maroc bien sûr, sur les facteurs de risque individuels et aussi les antécédents médicaux.
Donc la sensibilisation et l'éducation sont également essentielles pour encourager le dépistage et promouvoir les comportements de santé positifs. Le renforcement de l'accès à la prise en charge. 10 centres régionaux d'oncologie, CRO, sont opérationnels et disposent des ressources humaines spécialisées et des équipements adaptés à la prise en charge des cancers. En plus des CRO, 2 centres d'hémato-oncologie pédiatrique sont opérationnels au niveau des CHU de Casablanca et de Rabat. 2 autres centres à Fès et à Marrakech sont en cours d'opérationnalisation. Et c'est très important de généraliser les centres régionaux d'oncologie géographiquement au Maroc parce qu'ils jouent un rôle et regroupent différentes unités hospitalières. En plus de l'administration et des services généraux, on a les unités de consultation, les unités de traitement de radiologie, les unités de traitement de chimiothérapie, en hôpital du jour bien sûr, et les unités de pharmacie et d'hospitalisation de chimiothérapie et radiothérapie. Et pour les centres d'hémato-oncologie, qui sont des centres qui disposent des unités d'hospitalisation en oncologie, soit pédiatrique, soit aux adultes, d'une capacité litière différente d'un CHU à un autre, mais l'essentiel c'est d'avoir des unités d'hôpital du jour et aussi des fauteuils de chimiothérapie et des unités de greffe avec des lits bien sûr et des salles de consultation médicale. Et aussi c'est très important d'avoir des pôles d'excellence qui ont été mis en place dans 2 oncologie gynéco-mammaire à Casablanca et à Rabat, et aussi un pôle d'excellence en chirurgie digestive à Rabat, un pôle d'excellence pour la chirurgie thoracique à Casablanca et un pôle d'excellence de la chirurgie traumatologique à Fès. Aussi, plus de 18 cliniques privées prodiguent des soins spécialisés en oncologie. On compte actuellement plus de 190 radiothérapeutes et près de 180 oncologues médicaux. Les normes prévues dans le premier plan, un radiothérapeute pour 400 nouveaux cas et un oncologue médical pour 300 nouveaux cas sont largement atteintes. C'est aussi le cas des chirurgiens cancérologues, des onco-hématologues, des oncopédiatres et des radiophysiciens. Et la radiothérapie a également bénéficié de l'investissement du plan. Pas moins de 45 accélérateurs sont opérationnels au niveau national, 21 dans le secteur public, dont 2 au niveau de la santé militaire et 24 dans le secteur libéral. Pour les soins palliatifs pour les malades atteints du cancer, c'est-à-dire les soins qui visent à améliorer la qualité de vie des personnes en fin de vie, en soulageant les symptômes et en offrant un soutien psychologique, social et spirituel. Donc, en plus de la création de 6 unités de soins palliatifs au niveau des CRO, où près de 28 000 patients ont été pris en charge, les soins à domicile ont été dispensés à plus de 4 500 patients grâce à la disponibilité de cette équipe médicale mobile. Plus de 500 professionnels de soins ont été formés aux techniques de soins palliatifs. Par exemple, soulager la douleur ou l'approche globale, c'est-à-dire le soutien psychologique et l'accompagnement. Aussi, le soutien aux familles, c'est-à-dire améliorer la qualité de vie et aussi l'accès à des ressources pour faciliter le parcours du patient et de sa famille. Et en traitement de la douleur, ceci se reflète par l'augmentation notable de la consommation de la morphine qui a plus de triplé entre 2009 et 2016, passant de 7,28 kg à plus de 25 kg, parce que le soulagement de la douleur qui affecte les soins palliatifs qui se concentrent sur la gestion de la douleur et d'autres symptômes physiques tels que la nausée, la fatigue et l'anxiété. Maintenant, on va passer aux visions, valeurs et objectifs de ce plan. Donc, le plan numéro 2, c'est-à-dire le plan national de prise en charge, prévention, contrôle du cancer numéro 2 2020-2029, s'inscrit dans la continuité et la vision du premier plan du cancer et adopte ses valeurs. Donc, comme vision,
C'est de prévenir et de contrôler les cancers à l'échelon national grâce à une approche multisectorielle proposant des actions concrètes, durables, régulièrement réadaptées selon les propriétés, tirant le meilleur parti possible des ressources disponibles, tout en étant adaptées au contexte socio-économique et culturel de notre pays. C'est-à-dire de promouvoir des actions de prévention, bien sûr, pour réduire les facteurs de risque qu'on a déjà cités, tels que le tabagisme, l'alimentation déséquilibrée, le manque d'activité physique, etc. Cela inclut des campagnes de sensibilisation et de programmes d'éducation pour contrôler les cancers à l'échelon national. Deuxièmement, les valeurs. On a ici 4 valeurs: l'équité, la solidarité, la qualité et l'excellence. Donc, pour l'équité, c'est à travers une offre de soins identique pour tous et accessible à tous. C'est-à-dire que l'équité se réfère à la justice et à l'égalité d'accès aux ressources et aux opportunités, notamment dans le domaine de la santé. Cela implique que chaque individu, quelle que soit sa situation socio-économique, son origine ou son lieu de résidence, devrait avoir un accès équitable aux soins de santé. Pour le principe ou valeur de la solidarité et la participation mutuelle pour une prise en charge assurée pour tous, c'est-à-dire que ce principe repose sur l'idée que chaque membre de la société a une responsabilité collective envers les autres, en particulier ceux qui sont vulnérables ou en difficulté. Dans le contexte de la sécurité et du cancer, ce principe implique le soutien communautaire et le partage des ressources, bien sûr. Pour le principe de la qualité, pour une prise en charge complète répondant aux normes internationales, c'est-à-dire dans le contexte des soins aux patients atteints du cancer, se réfère à l'ensemble des normes et pratiques qui visent à garantir que les soins fournis sont sûrs, efficaces, appropriés et bien sûr centrés sur le patient. Pour valeur de l'excellence, la perfection dans chaque étape de mise en œuvre, qui est particulièrement dans le traitement du cancer, se réfère à la quête constante de la meilleure qualité de soins possible, c'est-à-dire les pratiques basées sur des preuves, innovation et amélioration continue, formation et développement des ressources humaines, c'est-à-dire les professionnels de la santé, la collaboration en travail d'équipe et l'évaluation et l'accréditation des normes élevées. Donc, ce plan propose des programmes basés sur l'impartialité et une planification basée sur l'équité afin d'assurer la mise en œuvre des droits des malades atteints de cancer. Pour l'objectif général, c'est de réduire la morbidité et la mortalité, bien sûr. Donc, chaque objectif est avec la prévention, dépistage précoce, traitement efficace et soins palliatifs. Donc, cette réduction imputable au cancer est aussi d'améliorer la qualité de vie de ces patients et leurs proches. Pour les objectifs stratégiques, c'est de renforcer la surveillance et la lutte contre les facteurs de risque des cancers, c'est-à-dire l'alimentation, le tabagisme, l'activité physique et le comportement préventif en matière de surveillance, bien sûr. Renforcer la prévention et le contrôle du cancer du col de l'utérus en s'inscrivant dans l'initiative mondiale de l'élimination de ce cancer. Cette initiative qui vise la sensibilisation en premier lieu et aussi la vaccination, c'est-à-dire la vaccination avec la promotion des vaccins comme ceux contre l'HPV, virus de papillome humain, la cause principale de cancer du col de l'utérus. Troisièmement, renforcer le programme national de détection précoce des cancers de sein et de col de l'utérus, qui est un programme régulier pour les cancers courants afin de détecter la maladie à un stade précoce lorsque les traitements sont plus efficaces. Assurer la continuité et la qualité des prestations diagnostiques et thérapeutiques du cancer, c'est-à-dire un traitement efficace avec un accès de soins garanti, équitable et aussi des formations continues, c'est-à-dire former les professionnels de santé sur les meilleures pratiques et les niveaux de traitement pour assurer une prise en charge optimale, soit au niveau de diagnostic ou au niveau thérapeutique.
Généraliser les soins palliatifs et les soins de support au niveau national, c'est-à-dire l'intégration des soins dès le diagnostic pour améliorer la qualité de vie des patients et gérer efficacement les symptômes et aussi pour réduire ainsi la souffrance liée à la douleur. Renforcer la gouvernance et le suivi du plan et aussi renforcer la recherche dans le domaine du cancer, notamment par l'investissement dans la recherche et aussi les essais cliniques, c'est-à-dire encourager la participation à des essais cliniques pour accéder à des thérapies innovantes. Maintenant, on va passer au cadre conceptuel de la stratégie d'action, c'est-à-dire que ce plan s'articule à l'instar du premier plan du cancer autour de 4 axes stratégiques et 4 axes transversaux. Donc on va commencer par les axes stratégiques qui sont la prévention, la détection précoce, la prise en charge, soit diagnostique ou thérapeutique, et dernièrement le 4e axe, c'est soins palliatifs. Donc ces axes seront soutenus, ce qu'on a dit, par 4 autres axes transversaux. Donc on a au total 8. 4 transversaux et 4 stratégiques. Pour les axes transversaux sont la gouvernance du plan, l'assurance qualité, le système d'information et la formation recherche. Toutes les actions proposées dans le plan 2 sont centrées sur le citoyen. Il tient compte des performances de plan numéro 1, bien sûr, c'est la base de ces insuffisances et des opportunités d'améliorer, identifiées par les évaluations qui ont eu lieu durant ces 10 dernières années, afin d'améliorer les systèmes de surveillance déjà établis, poursuivre l'incidence, la morbidité, la mortalité comme étant l'objectif général de ce plan, lié bien sûr au cancer afin d'ajuster les politiques de santé. Quatrièmement, les axes stratégiques, qui sont au nombre de 4, et aussi les axes transversaux qui sont au nombre de 4. Donc, premièrement, pour les axes stratégiques, on a 4 axes stratégiques. Axe stratégique 1, prévention, avec 8 actions. Axe stratégique 2, la détection précoce, avec 5 actions. Axe stratégique 3, la prise en charge, avec 6 actions. Axe stratégique 4, soins palliatifs, avec 4 actions. Et pour les axes transversaux, qui sont la gouvernance, l'assurance qualité, le système d'information, la formation recherche, 14 actions. Donc, ce qui est important de savoir, la structure générale de ce plan numéro 2, qui se compose de 4 axes stratégiques et 4 axes transversaux avec 38 actions et 101 mesures. Donc, premièrement, on va commencer par l'axe stratégique numéro 1, la prévention, qui se compose, qu'on a déjà dit, de 8 actions. Premièrement, consolider le programme de lutte contre le tabagisme. Donc, pour prévenir contre le cancer de poumon, par exemple, la prévention contre le tabagisme reste le moyen le plus efficace pour réduire l'incidence et la morbidité liée au cancer. Donc, avec la consolidation du programme de lutte contre le tabagisme en premier lieu. Deuxièmement, réduire le risque de cancer par l'alimentation saine et par la promotion de l'activité physique, par la mise en œuvre d'un plan de prévention et de contrôle du surpoids et de l'obésité, en particulier chez l'enfant, et aussi de créer un environnement favorable au mode de vie sain et propice à la pratique de l'activité physique et du sport. Troisièmement, réduire les cancers liés à la consommation abusive de l'alcool avec l'aide des personnes et l'arrêt de la consommation excessive d'alcool, bien sûr. Action 4. Prévenir le cancer du col de l'utérus avec la mise en œuvre de la stratégie de la vaccination anti-HPV. Cinquièmement, contrôler et maîtriser le risque de cancer lié aux hépatites virales avec le renforcement de la stratégie vaccinale contre l'hépatite B et la prise en charge les cas avec HVC, c'est-à-dire l'hépatite virale de type C, avec la surveillance des maladies atteintes de l'hépatite C spécialement et les populations en situation de précarité. Sixièmement, assurer la surveillance des cancers professionnels. Et ici, on va dire avec le renforcement de la prévention primaire au milieu de travail pour réduire l'exposition aux agents cancéreux
et aussi l'élaboration des lignes directrices pour sensibiliser et éduquer la population exposée aux substances cancérigènes et aux risques environnementaux. 7. Renforcer la surveillance des cancers et de leurs facteurs de risque par la mesure de l'incidence, la mortalité et les autres paramètres épidémiologiques des cancers, bien sûr. 8. Créer une concertation nationale et régionale entre les prenantes en matière de prévention des cancers, avec la mise en œuvre d'un code national de la prévention du cancer dans le cadre d'une approche multisectorielle, participative et communautaire, bien sûr. Pour l'axe stratégique numéro 2, détection précoce. Pour l'action 9, améliorer et intensifier l'information des populations concernées par les dépistages avec la mise en œuvre des dispositions du grand public, une information complète et actualisée sur les avantages de la détection précoce. Action 10. Faire reculer les inégalités face au cancer du sein par l'assurance de la gratuité de tous les actes de mammographie, échographie et prise de biopsie pour le diagnostic dans le cadre du programme, bien sûr. Aussi accroître l'efficacité du programme de diagnostic précoce du cancer du sein comme action 11 par l'amélioration de l'organisation des prestations de diagnostic du cancer du sein et aussi assurer le suivi et l'évaluation de programmes de détection précoce du cancer du sein et faire l'analyse des données en continu. Pour l'action 12, faire reculer les inégalités face au cancer du col utérin et réduire son incidence pour permettre à toute femme éligible l'accès à l'ensemble des prestations de détection précoce de CCU régulières et de qualité. Pour l'action 13, établir des partenariats publics-privés pour renforcer l'accès aux prestations de diagnostic anatomopathologique des cancers du sein et du col utérin. Pour l'axe stratégique 3, prise en charge. Donc l'action 14, c'est d'améliorer les activités de diagnostic précoce des cancers au niveau des soins de santé primaires, c'est-à-dire les cabinets privés et centres de santé. Donc, pour améliorer ces activités-là, il faut la mise en place des référentiels pour le diagnostic précoce des cancers, y compris les cancers de l'enfant dans les centres de santé et les cabinets privés, bien sûr. 15. Améliorer la prise en charge diagnostique au niveau 2 et 3, c'est-à-dire CHP, CHR, Centre hospitalier provincial, régional, aussi les CHU, le Centre hospitalier universitaire et les structures privées, bien sûr, pour standardiser les ressources humaines et garantir la disponibilité des équipements nécessaires pour le diagnostic du cancer par chaque niveau, soit 2 ou 3. 16. Augmenter le nombre de centres de traitement et développer les pôles d'excellence, bien sûr, par la construction et l'équipement des centres d'oncologie dans la région, par exemple, de Drata Filelt et au niveau des provinces, par exemple, de SFI, et assurer le renouvellement régulier des équipements. 17. Consolider et renforcer la politique des médicaments par l'élaboration et l'institutionnalisation et aussi la révision régulière des protocoles thérapeutiques pour tous les services de prise en charge. 18. Accompagner les professionnels de santé dans leur pratique face au développement technologique par le renforcement des ressources humaines et développer leurs compétences au niveau de tous les centres d'oncologie. 19. Développer les soins de support en oncologie par l'élaboration de protocoles et les référentiels en matière de soins de support identifiés. Pour l'axe stratégique 4, les soins palliatifs, c'est de proposer des textes réglementaires et des soins palliatifs conformément aux principes de bioéthique. C'est pour l'action 20 avec l'élaboration pour l'adoption des textes législatifs des soins palliatifs conformément aux principes de bioéthique. 21. Renforcer les aspects organisationnels et normatifs de soins palliatifs par l'institutionnalisation d'un programme national des soins palliatifs et le renforcement de la prise en charge sociale et développer l'approche communautaire par la mise en œuvre, par exemple, des antennes téléphoniques
pour répondre aux besoins des patients atteints de cancer et aussi de leur famille. 23. Généraliser la prise en charge de la douleur. Et 24. Développer la recherche, la formation continue et le support des ressources humaines en soins palliatifs, bien sûr, par le renforcement de la formation continue et développement des outils de motivation. Maintenant, on va passer aux axes transversaux qui sont au nombre de 4 aussi, bien sûr. Premièrement, la gouvernance. Donc, 25, établir la cartographie de tous les intervenants dans les domaines de prévention et de contrôle du cancer par l'élaboration des listes des intervenants dans la mise en œuvre des mesures de ce programme ou ce plan numéro 2 et aussi de définir les rôles et les missions de chaque partie prenante, ainsi que les relations et les modalités de coordination et de partage de l'information. Pour l'action 26, asseoir un modèle de gouvernance adapté aux spécificités administratives, socio-économiques et médico-sanitaires du Maroc par l'assurance de la communication et le dialogue avec et entre tous les acteurs de ce plan, bien sûr. 27. Assurer la déclinaison régionale du plan 2 par l'élaboration d'une feuille de route pour la contractualisation avec les directions régionales de la santé dans le domaine de la lutte contre le cancer. Pour l'axe transversal numéro 2, l'assurance qualité. Pour l'action 28, mise en œuvre de la démarche d'assurance qualité pour toutes les activités aidant les différentes structures de prise en charge par la documentation et l'évaluation de l'expérience de démarche d'assurance qualité existante, notamment au niveau de l'INU, et aussi définir le modèle d'assurance qualité adéquat pour chaque axe stratégique, bien sûr, qu'on a déjà cité, c'est-à-dire la prévention, la détection précoce, le traitement et soins palliatifs. 29. Lancer des processus de certification et d'accréditation des structures de soins identifiées. Par exemple, de créer un comité national pour le pilotage et le démarche d'assurance qualité. Pour l'axe transversal numéro 3, le système d'information. Disposer d'un système d'information pour le suivi et évaluation du plan numéro 1. Aussi disposer d'un DPI fiable, c'est-à-dire un dossier informatisé du patient, DPI, fiable, sécurisé et partagé entre les 3 niveaux de la carte sanitaire, c'est-à-dire la définition d'un modèle adéquat, full web par exemple, moderne, modulable et interfaçable conformément aux normes internationales, bien sûr. Instaurer un comité national responsable de dossiers partagés informatisés du patient par l'implication de toutes les parties prenantes identifiées dans ce comité, c'est-à-dire par exemple ministère de la Santé et les CHU, l'ANAM, CNOPS, CNSS, etc. Pour l'axe transversal numéro 4, la formation recherche. 33. Assurer la formation de base de tous les profils nécessaires identifiés par la mise en œuvre ou la mise en place des mécanismes de coordination avec tous les intervenants, par exemple le ministère de la Santé, faculté de médecine, etc. 34. Renforcer la formation continue des professionnels de santé en matière de lutte contre le cancer. 35. Asseoir une stratégie de recherche en matière de cancer axée sur les aspects de recherche prioritaires. 36. Consolider le rôle de l'IRC comme coordinateur de la formation et la recherche en matière de cancérologie au Maroc. 37. Appuyer les publications scientifiques en matière de cancérologie. 38. Évaluer périodiquement le plan par la mise en œuvre de toutes les mesures de plan, bien sûr. Maintenant, on va passer aux indicateurs d'impact du plan, qui sont le nombre total annuel de patients diagnostiqués pour un cancer, qui peut varier considérablement selon le pays et la région, bien sûr. En général, les données mondiales indiquent 10 millions de nouveaux cas chaque année. Par exemple, selon l'OMS et d'autres sources, on estime qu'il y a environ 19 nouveaux cas de cancer chaque année dans le monde. Pour le nombre total annuel des patients traités
pour cancer comme indicateur d'impact. Aussi l'incidence globale du cancer comme donnée de base pour l'élaboration des données épidémiologiques, aussi le taux global de mortalité par cancer et aussi le taux de mortalité par cancer de col de l'utérus. Je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés et n'hésitez pas à écrire vos questions sur les commentaires pour faciliter la compréhension et merci beaucoup.